Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le Club VIP, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro. Dans le cadre des Mycéliades 2025, je suis aujourd'hui en compagnie de Théo Drieux, le créateur de la chaîne YouTube Balade Mentale. Bonjour Théo. Bonjour. Alors on est ravis de te recevoir. Donc ce soir, il y aura une discussion autour des intelligences ailleurs que sur la Terre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais bien aimé que tu nous parles un peu de toi, ton parcours et de ta chaîne pour les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas le bon goût de connaître Balade Mentale. Donc je m'appelle Théo Drieux, j'écris les contenus qu'on retrouve sur la chaîne Balade Mentale, qui est une chaîne de vulgarisation scientifique, essentiellement sur YouTube et un petit peu aussi sur Instagram, qui existe depuis maintenant près de 9 ans et sur laquelle on traite essentiellement de questions autour de la physique, la cosmologie, l'espace, les grandes échelles et aussi un petit peu de choses un peu plus proches de notre quotidien, du type de la géologie. Moi, j'aime beaucoup l'histoire des paysages qu'a connu notre planète par le passé, un sujet que j'aime beaucoup. Et on parle aussi d'océans, de plongée sous-marine. C'est assez divers, même si le cœur du projet tourne autour de l'espace. Donc ta formation initiale, on en discutait un peu hors micro, c'est plutôt la géologie, d'où les contenus aussi sur les paysages de la Terre, ça a dû pas mal t'influencer. Tout à fait. Moi, j'ai essayé de persévérer en géologie, mais je pense que j'avais pas le bagage physique pour certains trucs. Je me suis inscrit en master de planétologie, qui est l'étude des planètes autres que la Terre, on va dire. Mais c'est quand même beaucoup de mathématiques et de physique un peu hardcore avec des matrices de partout. Et j'étais pas très à l'aise là-dedans. C'était moins ton univers plutôt. Donc qu'est-ce qui t'a plu dans la géologie par rapport à justement à ces planétologies, ce master? La géologie, c'est le côté plus très concret, très observable. Oui, alors pour être tout à fait honnête, j'ai pris la géologie en post-bac par défaut, comme beaucoup, on va dire, de jeunes adultes, pour ne pas dire de grands enfants. Et j'avais la chance en fait d'être à La Réunion et la géologie à La Réunion, c'est quand même assez rock'n'roll, on va dire. Il y a quand même le volcan qui est le deuxième plus actif au monde. Ça vend un peu du rêve sur le papier. Puis après, en arrivant en métropole, parce qu'il y avait juste un DUG à l'époque qui était possible de faire à La Réunion, je me suis retrouvé dans le bassin sédimentaire à proximité de l'île. Et là, on est dans d'autres dimensions de la géologie, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Alors, je voulais être vulcanologue, hein, comme tous les géologues, mais il y a un poste de vulcanologue à l'échelle de l'Europe par an. Donc la concurrence est extrêmement difficile, extrêmement dur. Et les débouchés, c'est pour travailler dans le bâtiment. Donc c'est des métiers très concrets, tout à fait louables, mais c'était pas ce qui me plaisait. J'imagine que le décalage entre la Réunion et le bassin de l'île, ça devait être assez violent en termes d'environnement. Donc du coup, après, tu es parti plutôt dans les étoiles, les planètes, tu as changé, et donc tu as aussi fait de la médiation en sciences. J'ai fait un master de médiation scientifique, qui sont des petites formations, mais il y en a quand même 4 maintenant en France, donc à chaque fois c'est peut-être une vingtaine de personnes qui les suivent. Moi j'étais au master de Grenoble et on apprenait à parler des sciences au grand public, on va dire. Et suite à ça, j'ai travaillé pendant 7 ans au Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Saint-Étienne, qui est à l'école des mines. Et je m'occupais de concevoir des expositions pour le grand public. Alors nous, on avait beaucoup de scolaires. Donc, en fait, je dis grand public, mais il y avait aussi beaucoup de public captif de type scolaire. Et on avait des expos temporaires qui restaient en place entre 6 mois et 1 an. Et donc, des fois, on les louait et des fois, on en créait, qu'on faisait itinérer. Donc finalement, le travail que tu fais sur YouTube et sur Instagram en vulgarisation, mais plutôt format vidéo, c'est une continuité de ce que tu as fait dans tes études et puis tes 7 ans en créateur d'expo. On est dans une question de transmettre le savoir. Ouais. C'est un média qui n'a rien à voir, c'est un autre support, mais dans le fond, les sujets n'ont pas changé en fait.
Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce côté justement médiation, vulgarisation? C'est de simplifier des concepts qui sont parfois très compliqués pour c'est partager un savoir, parce qu'on en discutait et hors micro et aussi l'année dernière quand on avait interrogé Étienne Ledollet et Sébastien Carassou, donc le podcast est trouvable sur notre site bien évidemment, que la science a un côté très inaccessible pour plein de gens. Ça a l'air, tu parlais des matrices en mathématiques. Quand on dit science, tout de suite, d'ailleurs on le voit bien dans la fiction, quand on rajoute un peu de science, même si c'est de la science qui n'existe pas, ça met un peu de poudre aux yeux. Donc toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette vulgarisation finalement ? Moi, je dirais que c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas sur la chaîne, moins là où je travaillais, parce qu'en fait on avait une approche qui était très pédagogique, avec vraiment l'objectif de passer un savoir. Et moi aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, pas sur tous les sujets, mais la plupart, et les sujets qui gravitent autour de l'espace s'y portent très bien, c'est vraiment de transmettre, essayer de transmettre une émotion vis-à-vis d'une découverte qui peut être liée à l'existence d'un objet ou d'un phénomène physique. Je trouve que c'est quelque chose je dirais pas qu'on perd, parce que en fait c'est difficile ça va dépendre du charisme peut-être des professeurs d'avoir cette approche-là à l'école, mais c'est assez rare en fait qu'on utilise ça comme argument, et en fait je trouve qu'il y a énormément de connaissances qui n'ont pas d'autre utilité que de nous mettre des bonbons dans la tête en fait. C'est juste que ces choses-là existent, elles sont passionnantes, et prenons le temps de les regarder juste pour ce qu'elles sont, pas pour comprendre le phénomène qui est extrêmement intéressant aussi, et de décortiquer le phénomène. Mais on s'intéresse très souvent au phénomène et pas à l'objet final, ou alors on s'arrête pas trop sur le décrire dans toute sa complexité et toute sa beauté, quoi. D'où le côté philosophique que tu rajoutes aussi à la chaîne, peut-être, ce mélange-là, aller juste pas décrire que la réalité scientifique, mais aller au-delà et rajouter des bonbons dans la tête. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on me dit souvent ça, mais en fait, je n'ai pas l'impression de le faire, ça, pour le coup. Je pense que ça vient tout seul, naturellement, quand j'écris. Il y a toujours une sous-couche ou une surcouche, je ne sais pas, de philo et de questions existentielles, mais je n'ai pas trop l'impression de me dire il faut que j'en mette. Donc, je pense que ça vient tout seul. C'est pas plus mal, cela dit. Ça veut dire que ça passe de façon assez organique, tu réfléchis pas trop à ça. Il y a le côté... est-ce que c'est aussi un peu pour retrouver les émotions qu'on a quand on est petit, et qu'on nous raconte des trucs merveilleux et qu'on a plein de paillettes? Il y a parler à l'enfant intérieur aussi, peut-être, des complètement, gens. Ouais. Complètement. Il y a des histoires de science, moi, qui me font ça. Je veux dire, la première fois que j'ai découvert la crise de salinité messilienne, alors c'est vraiment, le nom est très barbare, mais ce qui se cache derrière est absolument génial. Je veux dire, pour simplifier, la mer Méditerranée était complètement, enfin pas complètement, mais aux 2/3 asséchée il y a 6 millions d'années. Donc, il y avait pratiquement plus d'eau au fond. Il y avait 3 bassins avec des mers intérieures extrêmement salées, bien plus salées que la mer Morte aujourd'hui, parce que le détroit de Gibraltar s'était refermé. Et le bassin hydrique de la Méditerranée est un bassin négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus d'évaporation que les fleuves, le Rhône, le Nil, tout ça, ne l'alimentent en eau et les précipitations. Et du coup, petit à petit, mais très rapidement, petit à petit à l'échelle géologique, c'est en quelques millénaires, la Méditerranée s'est pratiquement asséchée. Et donc l'eau, il faut bien qu'elle aille quelque part, puisqu'elle s'évapore, et donc elle retombe globalement dans les océans. Donc tous les océans du globe ont pris près de 6 mètres. Et c'est resté comme ça pendant près de 100 000 ans de mémoire, jusqu'à ce que le jeu du mouvement des plaques tectoniques vienne réouvrir le détroit de Gibraltar. Et on pense que la mer, ce que nous disent les dépôts géologiques, c'est que la mer s'est re-remplie en moins d'une décennie. Donc ça devait être un truc absolument incroyable, parce que ça fait un volume d'eau donc, qui passait par le détroit de Gibraltar, où il y avait un espèce de fleuve qui rabotait, il devait y avoir une érosion absolument phénoménale. Et ça, on l'a découvert dans les dépôts des fleuves. C'est-à-dire que quand on regarde les anciens lits du Rhône, avec des analyses sismiques, on se rend compte qu'en fait, le Rhône, à un moment, il coulait jusqu'à 1000 km au sud de là où il s'arrête aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas d'eau, en fait. Donc, il allait direction l'Algérie. Il y avait... Du coup, moi, ces paysages-là, je trouve que c'est absolument incroyable d'imaginer l'existence de ces choses-là. Et en plus, le fond de la mer, du coup, vous pouviez marcher à 2000 mètres de profondeur sur une espèce de truc qui devait ressembler au Salar de Uyuni, mais sur des étendues absolument sidérantes. Ah oui, effectivement, quand tu le racontes comme ça, voilà. ça... Et pour moi, ça, c'est des sujets de blockbuster, en fait. Je comprends pas qu'on s'en empare pas pour... Carrément, il y a une histoire à écrire. Ouais. Oui, c'est comme quand on évoque
le temps, moi, c'est la petite information qui, moi, toujours, dans mon cerveau, fait je boum. C'est quand on compare la durée de vie humaine par rapport à l'échelle de l'univers, bah, nous, on existerait depuis quelques secondes, en fait, et on a déjà un temps où ces rapports de temps, moi, c'est surtout avec le temps, ça me fascine, et le côté de se dire on est plus proche, enfin, Cléopâtre est plus proche de nous qu'elle ne l'était de la création des pyramides. Alors que pour nous, Cléopâtre et les pyramides, c'est pareil, tellement c'est loin. Et je me dis, waouh, voilà, c'est ce genre d'infos que tu aimes bien transmettre, l'effet un peu waouh du... L'exemple là, que tu prenais, c'est le calendrier cosmique de Carl Sagan, qui se disait on n'arrive pas à représenter la quantité de temps qui s'est déroulé dans l'univers depuis qu'il existe. Et ben, si on condense les 13,8 milliards d'années de son existence en une année, chaque seconde, ça fait 438 ans à peu près. Et du coup, à ce petit jeu-là, en fait, Homo sapiens, alors les grands singes apparaissent le 31 décembre vers 14h, Australopithèque vers 21h et Sapiens vers 23h45. Du coup, toute l'époque moderne tient dans la dernière seconde et il y a 4 secondes, l'Empire romain est à son apogée et une seconde plus tard, il s'effondre en fait. Donc c'est vraiment dérisoire au regard de l'immensité et la crise de salinité messinienne qui paraît très loin, et ben en fait elle a lieu vers 14h aussi, au moment où il y avait les grands singes. Reprendre ces échelles de temps, parce que quand on parle souvent en sciences, notamment en sciences de l'univers, c'est des échelles qu'on n'arrive pas à se représenter avec nos dimensions à nous. Enfin, 100 000 années-lumière, ça n'a pas vraiment de consistance, on n'arrive pas tellement à imaginer. Donc reprendre ce calendrier comme le fait Carl Sagan et puis le condenser sur quelque chose qui est pour le coup envisageable pour nous en termes de temps, je trouve ça extrêmement intéressant. On y arrive un peu à se représenter les distances, mais il faut prendre le temps, il faut y aller pas à pas. Il faut se dire, ok, je prends 5 minutes, enfin peut-être un peu moins, mais en tout cas, pour essayer de me représenter la taille de la Terre. Et je vais essayer de me représenter la distance Terre-Lune. Donc là, il faut avoir les échelles, mais avec une image. Il y a plein d'images qui donnent la vraie distance Terre-Lune. Les gens, si on vous leur demandez, 90% des gens, ils vont l'imaginer comme ça ou comme ça. Alors qu'en fait, il y a littéralement 50 mètres si la Lune fait la taille d'une bille et que la Terre fait la taille d'une balle de tennis, quoi, entre les deux. J'exagère un peu, peut-être moins que 50 mètres. Mais bref, il faut vraiment y aller doucement. Et une fois qu'on a posé cette échelle-là, on peut se dire, OK, la Terre-Soleil, puis après le système solaire. Mais il faut quelques heures pour avoir quelques outils, quoi. Oui, mais c'est un travail justement que toi tu fais d'apporter ces échelles, de donner ces outils, de rendre ça un peu compréhensible, parce que je vois la dimension, par exemple pour les enfants, la dimension du temps, c'est quelque chose qui est il y a 3 jours ou dans 3 mois, et ça n'a pas tellement de consistance. Nous, on reçoit beaucoup d'enfants à la bibliothèque et parfois, mais dans 10 ans, est-ce que tu seras pas morte? C'est des questions que les gamins posent comme ça. Bah non, mais 10 ans, c'est pas si loin, t'auras tel âge. Les remettre sur cette échelle de temps, je trouve que nous, en tant qu'adultes, quand on s'intéresse un petit peu à la science, c'est refaire ce petit travail de se remettre, et c'est pas toujours évident. Parmi les sujets que tu traites, est-ce qu'il y a t'as des petites marottes, des sujets qui reviennent, qui te titillent, tes petits chouchous, quoi, que tu aimes bien traiter, dont tu aimes bien parler? Ouais, l'immensité de l'espace, ça en fait partie, mais il y a plusieurs aspects dans... Puis en fait, l'espace est tellement grand qu'il y a l'immensité du système solaire, l'immensité de notre galaxie, l'immensité de l'univers en entier, les questions de sa taille, quelle est la taille de l'univers total, au-delà de l'univers qu'on peut voir. Donc tout ça, c'est un peu une forme de marotte. Après, des fois, j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Alors le public peut-être pas, mais moi, de trop graviter autour. Donc je les évite des fois pendant 1 an, puis je reviens. Et tu choisis tes sujets en fonction de quoi? En fonction de l'envie de tes recherches, est-ce que tu t'inspires d'un calendrier, des découvertes, des choses, ou c'est un peu un mélange de tout ça? Non, je fais pas trop. Alors, je fais un peu d'actu, mais c'est vraiment quand il y a un truc qui m'a vraiment marqué. C'est assez rare. J'en ai fait un peu sur El Niño. Je trouvais que c'était intéressant l'année dernière. Sur l'éruption solaire de l'année dernière aussi, qui avait fait des très belles aurores. Mais c'est plus l'actu prétexte pour parler des éruptions solaires, par exemple. Sinon, je fais peu de vidéos à chaud parce que déjà, ça suppose d'être en flux tendu, d'écrire du jour pour le lendemain. Et j'ai un peu un problème, je trouve. Il y a une espèce de tendance sur Internet à on a découvert que, espèce de surenchère du phénoménal,
notamment sur les formats courts. Mais en fait, les gens ils racontent très souvent n'importe quoi parce que c'est pas du tout une découverte qu'ils mettent en avant. C'est un truc qui est connu depuis 20 ans. Mais en fait, de toute façon, une découverte est toujours une découverte pour les gens qui l'ignorent. Mais cette mise en scène de la surenchère, il faut du neuf, je veux dire, si vous ne savez pas le fonctionnement d'une étoile, c'est connu par les physiciens depuis les années 50. Ça reste absolument fabuleux. Donc c'est une découverte personnelle, mais il n'y a pas besoin d'être toujours on a découvert l'étoile la plus vieille, la galaxie la plus lointaine. Ça, c'est vraiment... pour moi, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Ah, du coup, ça m'entraîne sur ma prochaine question. Comment tu travailles, toi, pour écrire une vidéo? Il te faut combien de temps? Comment tu fais? Parce qu'on en discutait hors micro. Quand on regarde les vidéos sur les réseaux, ça a l'air toujours assez simple, assez facile dans la création du contenu. Et en fait, il y a plein de vidéastes qui disent non, pour faire une vidéo, il me faut un certain temps. Il y a un temps de préparation. Donc, c'est toujours intéressant de voir un peu comment ça fonctionne. Comment tu fais, toi? C'est quoi ton processus à toi? Le processus le plus long le plus difficile, je trouve, ça reste l'écriture. Parce que l'écriture, c'est extrêmement ingrat. Le montage, c'est aussi un autre langage, hein, mais ça, en fait, une vidéo longue sur YouTube, moi je fais des vidéos qui font à peu près 20 minutes, on va dire, ça va me prendre... Donc des fois, je délègue une partie du montage, mais si je mets bout à bout tout le temps consacré, c'est 3 semaines de travail, je dirais. Et sur ces 3 semaines, il y a peut-être 5 à 7 jours d'écriture, 3 à 4 jours de tournage-montage. Et après, il y a tous les trucs qui sont à côté. Donc, trouver les vignettes, trouver le titre, mettre en ligne. En fait, c'est un peu l'aspect logistique derrière, quoi, qui est le moins intéressant, je trouve. Mais quand vous faites du montage, si vous travaillez 2 heures, globalement, vous avez avancé 2 heures sur le projet. Même si vous n'êtes pas absolument satisfait, ça progresse. On dérush, on avance, on trouve des images, on habille petit à petit la vidéo. Alors que l'écriture, c'est extrêmement ingrat parce que des fois, c'est pas la page blanche, mais en fait, l'insatisfaction peut être vraiment très présente. Et c'est très... moi, après, je connais pas vraiment de gens qui... des vulgarisateurs que je connais, il n'y a personne qui a un rapport évident avec l'écriture. Des fois, on peut avoir le mojo, ça peut aller très très bien pendant une journée et on peut être aussi efficace qu'on l'a été pendant 5 jours. Et puis, il y a des sujets qui demandent aussi beaucoup de temps de décantation. Et donc, ça peut rester là. Moi, j'ai plein de sujets où j'ai juste écrit une demi-page, puis j'y reviens, et puis il y a une demi-page en plus. Mais en fait, ça fait 4 ans qu'ils existent. Hein. Ils sont juste... c'est juste que soit j'ai pas envie de les traiter, soit ils me font trop peur. Soit des fois, c'est des sujets qui sont vertigineux. Il y a des sujets où je me dis, ça fait un bon sujet de vidéo, mais en fait, en rentrant dedans, je me rends compte qu'il y a au moins 4-5 sujets de vidéo différents. Et donc, en commençant à écrire, d'abord, j'amasse des quantités d'informations, et j'ai 50 pages d'informations. Il faut découper ça, en fait. Et là, j'ai du mal presque à jauger le temps que ça prend, parce que des fois, je me dis, le sujet est trop gros et j'abandonne. Typiquement, là, je voulais parler du futur de l'univers. Faire un sujet là-dessus, c'est quoi les 4 scénarios possibles pour la fin de l'univers. Et en fait, je voulais en faire une vidéo, mais c'est pas possible. On survole tout. Du coup, je me retrouve à faire 4 vidéos longues en parallèle. Donc, en fait, il faut que je me balise 1 mois de travail d'écriture pour essayer de faire cette série. Et donc, j'arrive pas à trouver le temps. Et donc, ça fait 1 an et demi que je repousse ça. Donc, de temps en temps, je l'ouvre, je travaille une journée dessus, puis je referme, et puis je me dis non. Donc c'est aussi vertigineux que ton sujet finalement. Ouais, voilà, ça c'est des sujets qui t'écrasent un peu. C'est en parallèle, ouais, parce que... Mais pas parce c'est pas en soi le sujet que... Comment dire ? C'est pas parce que ça parle de l'univers, c'est juste la monticule de portes que ça ouvre. Oui, ça te donne tellement de pistes à travailler que finalement, faire le tri dans les infos et puis, mine de rien, comme on disait, vulgariser la science, ça prend toujours un petit peu de temps. Il faut toujours bien poser les choses pour que ça soit compréhensible et tu peux pas faire ça en 2 minutes, en vrai. Puis, moi, j'ai besoin de comprendre ce que je raconte. Donc, ça semble un prérequis, ouais. Pas toujours. Il y a des gens pour qui ça l'est pas nécessairement. Moi, j'ai vraiment besoin, quand j'explique un terme, d'avoir au moins réussi à me le représenter à minima, quoi. Et puis il y a aussi le truc étrange qui fait que on travaille plus que ce qu'il y a dans la vidéo, même au niveau du texte. Moi, il y a beaucoup de choses que je mets de côté, en fait. C'est-à-dire que j'écris et puis je repasse et puis en fait j'enlève des bouts où je me dis ça c'est une digression qui est inutile, donc c'est une digression qui mériterait un épisode et du coup je peux avoir pratiquement 10 pages de texte et en utiliser que 6. Ok.
Mais là-dessus, je pense que je suis pas très efficace. Je pense que ce serait peut-être pas la bonne façon de faire. Tu fais ces coupes au montage, en fait, après? Non, Carrément il n'y a pas d'improvisation au montage. C'est vraiment avant, Ok. petit à petit, quand le sujet s'affine, avant de faire le passage final. Moi, il y a des trucs qui sortent. Ok. Tu refais un tri Ouais. avant de filmer. Pas une fois que tu as monté, tu te dis, bon, finalement, ce passage-là, je ne garde pas et Ouais. j'enlève. Et puis aussi, mais là, c'est plus des réflexions sur comment écrire. Moi, je sais que, par exemple, le truc que j'écris quasiment en dernier, c'est toujours l'intro. En fait, je ne sais pas comment rentrer dans le sujet. Le sujet, il est là, mais il y a plein de façons de rentrer dedans. Et du coup, c'est vraiment le truc presque le plus important et le plus laborieux. Mais ça vaut pour tout le monde. Hein. J'écoutais des conférences de Jean Covici, ça n'a rien à voir, mais en fait, il disait que lui, il commence toujours par la conclusion. Enfin, et ça marche, ça fonctionne. Enfin, il y a plein de façons de faire. Et ça, c'est une technique en écriture, commencer par la conclusion. Au moins, tu sais où tu vas. Et une fois que tu as fini, tu fais l'intro parce que tu as tout écrit. Tu n'es pas forcément le seul effectivement, à faire ça. Dans les sujets que tu as traités sur ta chaîne, est-ce qu'il y en a que tu as déjà regretté d'avoir traité, où tu t'es dit j'aurais dû le faire autrement, je la referais, si c'était maintenant, je la referais autrement, ou globalement, quand tu sors une vidéo, c'est que tu es content de toi et de ce que tu as fait, il n'y a pas de... Oui, alors il y a sûrement des vidéos qui m'ont moins plu. J'essaie de les oublier. Non, j'ai pas de rapport... Il y en a que je... C'est pas que je regrette, mais avec le recul, je me dis je les referais mieux, je prendrais plus le temps. Puis surtout, celles qui sont très vieilles, au début, c'est pas un métier, donc moi, j'ai jamais été formé à faire ça. Donc, parler, poser, accepter les silences. Il y a un code sur Internet, mais ça s'est délité petit à petit. Mais au début, moi, je mettais beaucoup de contenu. Je parlais très vite parce que le style Internet, j'allais dire presque voulait ça. Et par mimétisme, en fait, je faisais ça. Et de plus en plus, je fais des vidéos à rallonge où il y a des pauses. Je me force, j'ai quand même encore du mal à en mettre. Mais en tout cas, la voix s'est posée. Et il y a de plus en plus en fait, de gens qui en fait, affectionnent les contenus qui respirent, quoi, et qui ne sont pas des trucs... surtout pour des contenus où il y a beaucoup de savoir dedans. Après, on est écrasé par les données. Ça... Et donc, ouais, je ne suis pas content de la forme, par exemple, là-dessus. Je le referai autrement. Est-ce que tu as vu donc tu as un peu répondu, mais tu vois des modifications d'Internet et de YouTube depuis 9 ans que tu es sur la plateforme, dans les attentes, par exemple, de ton public qui te suit encore Tu disais que toi, tu prends plus de respiration, tu fais des vidéos plus longues. C'est quelque chose que toi, tu as décidé tout seul, ou tu te dis que c'est quand même, globalement, c'est un mouvement sur la plateforme qui arrive? Je pense qu'il y a les deux. Et puis, en fait, on vieillit ou on gagne en maturité. Mon audience, en fait, c'est pas du tout des gens qui sont collège-lycée, quoi. C'est des adultes. Je pense que la moyenne d'âge de mon audience, elle a 35 ans. Et il y a plein de gens qui ont plus de 60 ans qui me regardent, en fait. Enfin, ou qui me suivent ou qui m'écoutent. Et donc, je sais pas. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a de plus en plus de formats longs sur YouTube. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent YouTube comme une télé. Donc, ils la regardent chez eux, ils se posent et puis ils utilisent Internet. C'est juste du contenu vidéo à la demande, en fait. Est-ce que tu arrives, on parle dans les réseaux sociaux, le côté on scrolle et on va très vite, donc justement des vidéos YouTube plus longues, ça va complètement en contradiction. Tu arrives à résister à cette tentation de faire des contenus extrêmement rapides, on disait les 4 trucs à savoir sur la Lune, ou est-ce que tu arrives à résister parce que fondamentalement c'est pas ton truc, ça t'intéresse pas En fait, j'arrive à prendre un peu de plaisir, je vois l'exercice à l'écrit. Mais pour moi, c'est des formats qui sont... alors, ils sont frustrants parce que tu peux pas dire grand-chose. Et surtout, en fait, comme cet enchaînement-là de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, je vois pas comment ça peut imprimer dans la tête. Donc, ouais, j'ai un peu du mal avec ces formats. Je pense qu'on va en revenir. Bon, en tout cas, c'est mon souhait. Alors, ça fait peut-être un peu discours de vieux con. Hein. Mais ouais, alors autant sur l'humour, sur le divertissement, mais sur la vulgage... En fait, tout devient plus qu'une petite pastille de connaissances comme ça, décorrélée, qui n'est jamais mise en relation. Et en fait, pour se souvenir d'un truc, il faut se construire un palais mental, il faut se raconter une histoire, on ne dit rien en 1 minute 30. Enfin, c'est pas possible, quoi.
Finalement, c'est le refus du sensationnalisme, sensationnalisme, pardon. Tu le mets dans tes vidéos, mais sur des effets waouh, mais qui vont rester imprimés. Comme tu parlais de la mer, de la Méditerranée, là, c'est des informations, tu les oublies pas, alors que sur des contenus où tu scrolles, finalement, tu as des effets waouh, mais qui durent pas, quoi. Ouais, qui s'oublient. Là, par exemple, la disparition de la Méditerranée, l'effet waouh, il est juste dans le sujet. Le sujet est fou. Donc, si on y passe 20 minutes à expliquer comment on l'a découvert, je pense qu'au moins s'en souvenir. Voilà. Là, un truc qui est hyper évident pour moi, typiquement, et c'est ça qui m'étonne, et même je le vois sur les commentaires sur typiquement cette vidéo, donc elle s'appelle « La disparition de la Méditerranée ». Et j'ai plein de commentaires de gens qui disent, mais en fait, qui ont juste lu le titre, qui n'ont même pas regardé les 30 premières secondes et qui sont soit climato-sceptiques, soit un peu fêlés du crâne, et qui sont persuadés que ça parle de ce qui nous attend dans un siècle. Je dis, mais en fait, vous avez commenté un truc, vous êtes en train de critiquer un contenu sans même avoir... Parce que vraiment, je pense qu'en 20 secondes, on a compris de quoi ça parlait, quoi. Et pour moi, les formats courts, c'est un peu ça, quoi. Ouais, je suis définitivement un vieux con. Non, mais c'est vrai que c'est un peu... non, je trouve ça intéressant parce que nous, en bibliothèque, pour le coup, c'est une question qui nous intéresse, l'éducation aux médias et à l'information, la vulgarisation. C'est pour ça aussi que la médiathèque fait le festival des Mycéliades depuis 3 ans, pour lequel tu interviens aujourd'hui, pour parler des sciences, de la fiction, mettre tout ça en corrélation. Et on se rend compte qu'avec justement les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a sur Internet, on a en ce moment une grande montée du scepticisme vis-à-vis de la science. Donc le format court fait partie de ces problèmes. Et effectivement, si les gens ne prennent même plus le temps de regarder ta vidéo, ils voient le titre, ils commentent. Et je me dis que pour des vulgarisateurs dont c'est le métier de parler de la science, et ça doit être extrêmement difficile de voir que des contenus complètement, on parlait souvent des platistes, que des contenus qui sont sensationnalistes et vraiment idiots, en une vidéo de 30 secondes, arrivent à convaincre des gens. Alors toi, tu fais un contenu qui demande un tout petit peu plus d'attention, mais qui finalement est un contenu véritable, quoi. Je ne sais pas comment vous arrivez à garder la foi sur ce genre de choses. Donc je pense que je peux comprendre ton agacement vis-à-vis de ça. Et la fatigue de faire de la pédagogie, parce qu'à un moment, on parlait des plateformes, du rôle des plateformes dans ce genre de contenu. Ce qui me fatigue un peu, c'est ce discours, vous êtes utile, c'est bien, il faut faire de la pédagogie aujourd'hui. Pour moi, la pédagogie, elle ne peut pas lutter contre l'algorithme de TikTok qui passe son temps à proposer du contenu absolument abject à des gamins qui n'ont pas une grande culture générale, ou pas forcément des gamins d'ailleurs, et dont le cerveau est un peu mal formé, on va dire encore, il n'a pas de base solide. Il n'a pas d'esprit critique et il met tout au même niveau. Le problème, c'est que ça horizontalise, en fait. On peut critiquer les médias classiques, mais au moins dans les médias classiques, il y a des strates de validation. Vous ne faites pas une front page sur le monde diplomatique en racontant n'importe quoi sur les enjeux, je ne sais pas, géostratégiques de la France ou comment résoudre le conflit israélo-palestinien. Et en fait, les réseaux sociaux, il n'y a plus du tout ça. Et donc, quelqu'un qui est doctorant en physique, quantique, sa parole, elle est au même niveau que Kevin qui a un point de vue, voilà. Un point de vue sur le fonctionnement du réel et qui n'a aucune connaissance des preuves expérimentales qui nous ont permis. Et puis, il est sceptique sur plein de trucs, mais ça ne le dérange pas d'utiliser... Moi, j'ai plein de gens, mais pourtant, on est quand même ménagé, mais il y a quand même... Je fais des vidéos des fois sur la relativité, il y a plein de gens qui me disent « Einstein, il s'est trompé, tout ça, c'est n'importe quoi ». Donc, ils sont en train d'envoyer ça depuis leur smartphone, qui est géolocalisé en prenant en compte la relativité restreinte. On marche sur la tête. Mais c'est pas, en fait, ils ne le savent même pas. Ou quand tu leur dis, ils te disent oui, mais t'es vendu. Enfin, je sais pas. À part, déjà, en fait, nettoyer ce type de contenu qui font beaucoup de mal, qui défendent ces thèses-là. Et après, il y a un gros défaut d'éducation, quoi. Ouais, on parle beaucoup en ce moment de l'ère de la post-vérité.
où il y a la vérité et les faits comptent même plus, quoi. On est dans quelque chose d'autre. Et quand tu vois, par exemple, certains qui font des expériences scientifiques, avec des gros guillemets à scientifiques, pour prouver que la Terre est plate, et en fait, ils font des expériences, mais ils ne comprennent même pas la physique de base, et donc ils interprètent les résultats complètement de travers, parce que simplement, il n'y a même pas les notions premières. C'est assez inquiétant pour l'humanité. Mais... oui, sur ces théories, on parlait du mot théorie. Comme quoi, les théories scientifiques, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, le mot théorie scientifique, que c'est pas, justement, c'est prouvé. Et ça, c'est assez terrible à faire passer. Donc, j'imagine même pas la déception que ça doit être de voir tes commentaires YouTube avec des gens qui sont passés à côté complets. Et d'ailleurs, sur ces questions-là, comment t'arrives toi à te protéger quand on t'envoie des commentaires pas sympas sur ton travail ou qu'on te traite de vendu Est-ce que ça t'atteint? Parce qu'on sait que sur les réseaux, ça peut être très difficile. Après, on est relativement protégé. Moi, je trouve que j'ai une audience qui est assez bienveillante et, on va dire, éduquée. Mais ça arrive, et puis, bizarrement, le cerveau est mal fait, parce qu'un commentaire désagréable en vaut 10 agréables. Donc, non, en fait, avec le temps, j'arrive toujours pas à me distancier. J'évite de trop les regarder pour prendre le pouls, surtout qu'en plus, la plupart des commentaires sont quand même très chouettes. Il y en a qui sont... Même moi, les critiques constructives sur la forme ou sur une erreur de fond, j'ai aucun problème. C'est juste des gens qui arrivent comme ça, là, tout plein, qui sont boursouflés de certitude et qui ont vraiment une culture d'une pauvreté sans nom. Et ça m'arrive encore des fois de perdre du temps à les ferrailler avec eux, alors que je sais que ça n'a aucun sens, parce qu'en plus, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. C'est quelqu'un de buté, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer de sujet, il ne veut pas changer de sujet, en fait. Oui, c'est l'argument, finalement, oui, t'es vendu, vendu à Puis, oui, c'est vrai que quand on voit parfois des gens qui reprennent Thomas Pesquet sur la Terre, c'est un peu... Mais c'est comme là récemment, le platiste qu'ils ont emmené en Antarctique. Bon, je veux bien, c'était joli en coup de cogne, il n'y a pas besoin de l'emmener en Antarctique pour prouver que la Terre est ronde. Eratosthène, il le faisait avec une ombre dans un puits, mais bon, bref, ils l'ont emmené, toujours que le mec, au moins de bonne foi, il reconnaît qu'il s'est trompé. Donc c'était un des plus gros platistes américains. Ouais. Il le reconnaît sur sa chaîne et les gens lui disent « Mais non, t'as été vendu et t'as été racheté. » Je veux dire, à un moment, bon... En fait, pour moi, ces gens-là, il faut les invisibiliser. Il faut arrêter de leur tendre le micro parce qu'ils racontent n'importe quoi. Et c'est ce que tu disais sur le rôle des plateformes, en fait. À un moment donné, ces plateformes ont un rôle dans la propagation de ce genre de choses et de l'appauvrissement culturel. Parce le thème des Mycéliades cette année, c'est les intelligences, et on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, de l'IA générative, puisque c'est vraiment la grosse question en ce moment, et qui intéresse beaucoup de milieux, puisque c'est un peu la boîte de Pandore. Et la question, c'était pas tant l'outil, mais l'usage qu'on en fait. Finalement, les réseaux sociaux, globalement, c'est la même chose. S'il n'y avait que du contenu de vulgarisation scientifique intéressant sur la plateforme, ça ne poserait pas le même problème que ce qu'on retrouve maintenant en soi. Donc du coup, les Mycéliades cette année, c'est les intelligences. Et donc toi, tu viens nous parler, alors non pas des intelligences artificielles, mais des intelligences extraterrestres. Donc on a choisi ce sujet ensemble. Et j'avoue que c'est une question qui me fascine, parce que je me dis, on ne sait pas grand-chose des extraterrestres, mais on réfléchit quand même à l'intelligence extraterrestre. Donc la science-fiction fait ça très bien. Mais c'est de la fiction plus que de la science. Je me demande comment les scientifiques arrivent à travailler sur... des choses qui sont extrêmement hypothétiques et comment on peut... Alors, il n'y a pas de scientifiques qui travaillent dans un labo. Personne n'a de financement pour travailler sur les intelligences extraterrestres. On est d'accord. Je vous rassure, les subventions publiques, elles ne parlent pas là-dedans. Par contre, il y en a beaucoup qui y réfléchissent, mais ils n'ont pas spécialement envie de donner leur point de vue. Il n'y a pas de... Je trouve pas le terme. Ce que Sébastien Carassou nous disait l'année dernière, parce qu'il a fait du coup une conférence sur des questions un peu similaires sur la vie en dehors de la Terre, et donc il a expliqué comment on cherchait de la vie, ce que les scientifiques en disent, et lui a dit moi je donne pas mon avis parce qu'en fait j'en ai pas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est assez fascinant d'imaginer tout ça. Il y a le fameux paradoxe de Fermi, dont j'espère que tu parleras ce soir, parce que c'est un principe qui est très intéressant. Mais c'est vrai que ça, philosophiquement, intellectuellement, ça ouvre énormément de portes et de questions.
C'est un sujet qui t'intéresse, c'est à la frontière entre science et puis imaginaire? Ouais, et puis pour moi, c'est presque le dernier, comment dire, ça serait un déchirement encore narcissique, je crois, le dernier déchirement narcissique de l'humanité, que de découvrir une autre forme de vie intelligente ailleurs. Pour moi, il n'y a pas de doute, au vu de l'immensité des mondes existants, qu'il en existe ailleurs. La question, c'est, l'espace est tellement grand que le fait qu'on soit contemporain dans le temps et dans nos avancées technologiques et en mesure d'échanger, ça c'est une autre question. Oui. Après, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Ça aussi, c'est une autre très très grande question. Pareil, j'ai vraiment pas de réponse tranchée. Mais j'aimerais bien. Ça serait presque inquiétant si tu avais une réponse tranchée là déjà. Je pense que je serais assez inquiet. J'aimerais bien de mon vivant qu'on reçoive un signal ou. Ça me ferait. Tu vois, par exemple, si on découvrait des formes de vie, qu'elles soient d'ailleurs fossiles ou même pas, encore des formes de vie primitives sur Mars, ça serait incroyable comme découverte, mais moi, ça ne m'étonnerait absolument pas. Et d'ailleurs, la plupart des chercheurs que je connais qui travaillent dans le domaine sont à peu près certains, les métabolismes biologiques qu'on retrouve dans les formes de vie primitives sont incroyables, mais ils ne sont pas improbables, en fait. Et alors, sur Mars, c'est une autre question, hein. Spécifiquement sur Mars, spécifiquement sur Europe, spécifiquement ailleurs dans le système solaire. Mais imaginez qu'on soit le seul monde habité par des créatures, par des petits sacs de produits chimiques qui ont eu le hockey, qui se sont organisés, ça me paraît insensé. Pour moi, ça, c'est insensé. Des petits sacs de produits chimiques qui ont eu le hockey. J'aime bien cette image. C'est dans Une histoire de tout, presque, de Bill Bryson, je crois qu'il le décrit comme ça. Oui, c'est un très bon livre d'ailleurs. Très, très, très bon bouquin. Ouais. Très, très intéressant à lire. C'est un peu mieux que ma conception blob de l'univers. Ouais. Il y a un petit côté plus sympathique. On parle beaucoup de science et de science-fiction, parce que pour le coup, cette question d'intelligence extraterrestre, elle est pas mal abordée dans la SF. Est-ce que toi, en tant que vulgarisateur scientifique, tu aimes la science-fiction? Est-ce que tu arrives à en lire? Est-ce que tu arrives à en voir? Ou est-ce que tu es un peu comme les enseignants qui ne regardent pas de films qui se passent dans une école ou... Est-ce que tu aimes ça quand même? C'est peut-être un des seuls genres que je dévore avec plaisir. De fait, en fait, depuis que j'écris beaucoup, je lis de moins en moins parce que j'ai énormément de mal à me distancier du texte et pas de le regarder avec une approche, comment c'est construit, comment c'est... On avait cette discussion tout à l'heure avec le cinéma. Moi, ça me fait l'effet inverse sur la littérature maintenant. Alors que j'écris pas du tout la littérature, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal maintenant à lire. Avoir un rapport... distancié et de loisir à la lecture. Mais en fait, avant d'écrire pour Balade mentale, j'ai pratiquement les 3/4 des livres que j'ai lus dans ma vie, c'était des livres de SF, quoi. Il y a un peu de fantaisie aussi, mais beaucoup de SF. Et pour moi, la plus grosse claque, je dirais, mais c'est à la fois pour l'histoire et pour la plume, c'est Hyperion. Même si Dan Simons a peut-être un pet au casque aujourd'hui, vu ce qu'il lui... Enfin, bref. Part sur autre chose, mais en tout cas en termes de livres, c'est vraiment incroyable. J'ai beaucoup de mal à relire des livres et c'est un des seuls dans lesquels j'ai réussi à me replonger, quoi. C'est tellement gigantesque comme univers. Donc oui, j'en lis beaucoup. Enfin, j'en lisais beaucoup, pardon. Voilà, j'ai oublié le sens de ta question, je suis désolé. Non, c'était ça. Est-ce que tu arrives à profiter de la lecture de la SF? Est-ce que tu n'es pas trop critique? On sait, voilà, il y a des... c'était aussi une discussion qu'on avait avec Sébastien l'année dernière. De lui, il est comme toi, il aime beaucoup ça quand même, et il arrive à mettre de côté, poser son cerveau de scientifique en disant, bon, allez, si c'est crédible dans l'univers, j'y crois et j'y vais à fond. Mais si c'est vraisemblable, ça me va. Ou alors, je veux dire, si je regarde Les Gardiens de la Galaxie, je le prends pas comme un truc qui a ambition. Oui, tu le prends pas comme un truc scientifique avec sourcé. Enfin, là, c'est du spectacle, quoi. C'est du spectacle. Bon, ça se passe dans l'espace, mais bon, peu importe, quoi. Oui, c'est pas le cœur du sujet, quoi. Hormis Hyperion, est-ce que tu aurais d'autres recommandations comme ça de livres de SF qui t'ont énormément plu et que tu recommanderais? J'ai bien aimé, mais pour les idées, les bouquins de Ted Chiang. J'ai un très très bon souvenir, mais parce que c'est le bouquin qui m'a fait découvrir la SF, mais est-ce que c'en est vraiment? C'était Ravage de Barjavel.
quand j'étais tout petit. C'est le premier livre qui m'a un peu sidéré. Et alors j'ai trouvé ça très original, mais je trouve que tous les bouquins sont un peu pareils. Mais c'est Robert Charles Wilson, Les Chronolithes et Spin. Et parce qu'en fait, il prend la SF. En fait, il n'y a pas de techno, c'est juste comment l'homme se comporte l'humanité face à un truc bizarre qui se passe. Dans les chronolithes, il y a des espèces d'énormes monolithes noirs qui arrivent et il n'y a pas d'explication. Et en fait, c'est juste comment l'humanité compose avec l'étrangeté absolue sans réponse, quoi. Voilà, je trouve ça très bien écrit. Et c'est bizarre parce qu'en fait, c'est pas vraiment de la SF, c'est un truc qui vient de l'espace et c'est prétexte à se poser des questions autres, quoi. Plutôt sur l'homme. Ouais. Là, c'est ton côté philosophe qui, peut-être, qui je prend sais le pas, pas mais, sur le... Et en film de SF, est-ce qu'il y a des univers comme ça qui t'ont marqué? Parce qu'en plus, visuellement, il y a parfois des choses qui nous marquent. Est-ce que des grands films de SF t'ont donné envie d'explorer les étoiles ou t'aurais bien... Non. Enfin, oui, je veux dire, j'ai regardé Star Wars, ça j'aime bien, mais je trouve ça trop policé. Au bout d'un moment, c'est pas ça qui m'a fait rentrer dedans. Moi, en fait, la SF, je l'ai découvert par l'astrophysique. Vraiment, alors, peut-être que le meilleur bouquin de SF que j'ai jamais lu, c'est Poussière d'étoiles de Hubert Reeves. Parce qu'il explique le fonctionnement des étoiles, l'immensité de l'espace. Et là, du coup, moi, j'avais les questions, les vaisseaux. Mais en fait, les questions, elles sont déjà là. Oui, toi, tu as fait ce chemin inverse. Tu es passé par la science et après, tu es arrivé à la science-fiction. Alors que beaucoup commencent par la science-fiction et du coup ont envie d'aller vers la science. Ouais. Toi, tu as fait l'effet inverse. C'est assez intéressant aussi de se dire... j'aime bien ta réponse. Hubert Reeves, c'est le meilleur livre de science-fiction que j'ai jamais lu. Et en termes de science pure, du coup, si c'est aussi un intérêt... qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui a envie d'apprendre un peu, de s'intéresser à la science, notamment à l'astrophysique de la science de façon générale, c'est vraiment une histoire de tout presque de Bill Bryson. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que ça se lit facilement, c'est bourré d'humour. C'est extrêmement drôle. Il y a plein d'anecdotes. On est un peu dans l'histoire des sciences. Il y a beaucoup de chimie, de physique, de géologie. Et déjà Bill Bryson, j'adore. Moi, j'ai lu tous ces bouquins. Celui aussi où il a fait une histoire du monde sans sortir de chez soi, qui est en fait une histoire des techniques, qui est assez sympa aussi. Mais vraiment une histoire de tout presque. Pour moi, c'est très et Poussière d'étoiles pour le cosmos. Et après, ici, il y a une belle scène, je trouve. Je retrouverai, je mettrai dans la description si tu me donnes un tout petit peu plus de billes. Non, mais je vais le retrouver, ça va me revenir, ça va me sauter. En plus, on se suit, on a échangé des mails. Ça m'énerve. J'adore sa plume. Et il a écrit un bouquin sur l'histoire de l'alimentation. Et il a un petit peu une patte comme Bill Bryson. Ce côté vulgarisation et humour en même temps. Bill François. Le plus grand menu du monde ? Je pense, hein. Il a écrit un truc aussi sur les truites et tout. Éloquence de la sardine. Ouais, voilà. Et vraiment, c'est super. Donc Bill François. Foncez-y les yeux ouverts. C'est vraiment super. Ok. Donc des recommandations. Oui, parce c'est aussi l'avantage de la vulgarisation, c'est que la science a un côté... a une réputation très difficile, très hermétique. On a l'impression qu'il faut, pour maîtriser un peu la science, il faut être astrophysicien, comprendre les mathématiques, au moins être Einstein et avoir 162 QI. Mais moi, je sais plus faire une dérivée. Hein. Non, mais vraiment, je sais plus faire une dérivée. Les intégrales, n'en parlons pas, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas besoin de ça, en fait, pour décortiquer le phénomène. Parce que en fait, les mathématiques, c'est l'outil qui permet d'asseoir la preuve avec l'expérience, quoi. Mais le raisonnement logique, il peut très bien se passer des équations et des maths, quoi. Donc c'est la science pour tout le monde, pour tous. Que vous y arriviez avec la SF ou d'abord par les livres de Bill Bryson, ça marche très bien. Est-ce que il y a des sujets que tu n'as pas encore traités sur ta chaîne, qui te titillent depuis longtemps ou pas longtemps et que tu aurais envie de traiter dans le futur sur des aspects En fait, il y en a avec lesquels j'ai un peu de mal parce que je peine à les illustrer.
Typiquement, certains trucs sur la géologie, sur les phénomènes en profondeur, genre les séismes, les panaches mantéliques, les mouvements de la croûte terrestre, c'est extrêmement pauvre en images. Il y a quelques universités qui font des simulations qui sont très austères. Et du coup, c'est des sujets où je ne me vois pas parler en face caméra comme ça tout le temps. Et je n'ai pas envie de faire du PowerPoint. Et tant qu'il n'y a rien d'esthétique qui est sorti, c'est compliqué. Alors que typiquement, si on fait un truc sur la matière noire, il y a des simulations qui sont dans le domaine public où on voit le comportement de cette matière étrange sur les très grandes échelles, comment elle organise la structure de l'univers. Et c'est beau, en fait. L'objet en soi, visuellement, il est beau. Et du coup, c'est chouette parce qu'on peut mettre ça pendant 1 minute et parler du phénomène. C'est la difficulté de ton média d'illustrer, en fait. Ouais. C'est pas en format audio comme là, on est autour de micros, il n'y a pas besoin. Toi, tu as cette difficulté. Et en tant que créateur de contenu vidéo, l'utilisation de l'IA, justement, quel est ton avis sur la question comment... C'est un outil qui est intéressant, mais c'est un outil qui est dangereux. Je ne suis pas certain d'être complètement d'accord avec moi-même tout le temps là-dessus. Je suis très ambivalent. Typiquement, j'ai fait quelques épisodes j'ai fait 2 épisodes où j'en ai un peu utilisé. Un où j'en ai un peu utilisé, un où je me suis dit, en fait, j'assume jusqu'au bout. Le premier, où je l'ai un peu utilisé, c'était un épisode sur les paysages passés de notre planète. Et pour illustrer des paysages que je ne trouvais pas en images d'illustration, en fait. Typiquement, ceux des paysages avec des tempêtes incroyables, beaucoup de pluie, et des volcans avec des énormes épanchements de magma à perte de vue. Ça n'existe pas. On en trouve dans les films de blockbuster, mais en fait, on n'a pas les droits. Et prendre un graphiste, j'ai pas les moyens. Donc c'est terrible à dire, mais je peux pas. Donc par solution de facilité, et sinon le sujet n'aurait pas existé, j'ai créé peut-être, je sais pas, une 20aine d'images en tout pour accompagner l'illustration là-dessus. Et il y a un épisode où là je me suis dit, en fait, j'assume vraiment parce que je l'aurais pas fait sans. Et là pour le coup, mais les gens n'ont pas compris. Du coup, ça me déçoit un peu que j'ai pas compris ou j'ai pas été assez pédagogique là-dessus. J'ai fait un épisode justement sur l'étrangeté maximale des extraterrestres, en essayant d'expliquer pourquoi, si premier contact il y avait, il serait sûrement plus bizarre que ce qu'on imagine. Et du coup, j'avais rien à montrer parce que sur les banques d'images, c'est toujours il y a toujours E.T. ou un petit bonhomme vert avec des gros yeux. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais essayer. Et j'ai vraiment passé 5 jours à essayer d'expliquer à Dali, donc, qui est le pendant visuel de ChatGPT, que de me faire un extraterrestre dans une salle d'interrogatoire en train de discuter avec quelqu'un, et je voulais des textures bizarres. Donc j'ai passé vraiment mes journées à lui dire, tu lui donnes des textures de mousse, tu lui mets pas les yeux sur la tête, tu lui mets plein d'yeux, je veux 50 yeux, mais au niveau des pieds. Donc ça faisait vraiment n'importe quoi. Et en fait, au bout d'un moment, très vite, moi je me rendais compte que j'étais limité dans ma créativité de ce qu'il fallait que je lui propose. Et puis l'intelligence artificielle, elle suit toujours les mêmes chemins, donc tu vois qu'elle a des biais Et moi, je suis content de l'objet que ça a produit. C'est un objet qui est bizarre, mais en fait, du coup, je me suis dit, j'assume, et on enchaîne des images bizarres d'extras qui n'existent pas, mais qui sont autres que... parce que pour le coup, ce qui était intéressant, j'aurais presque dû faire un épisode qui expliquait le montage de cet épisode, parce que si vous demandez à Dali, fais-moi un extraterrestre, dans 90% des cas, il va sortir un alien, vraiment l'alien du film de Ridley Scott, quoi. Pour lui, c'est, je sais pas, peut-être parce que les mots sont en anglais identiques. Du coup, c'était très compliqué. Je devais lui dire, ne me fais pas ça. Je veux qu'il n'ait pas de structure osseuse. Je veux qu'il n'ait pas de... Et bref. Oui, parce qu'en fait, l'IA générative, ChatGPT, ça, c'est pas une IA créatrice. Ça s'inspire de choses. Donc, il va chercher dans des banques de données, donc il doit prendre ce qu'il y a. Et pour lui, extraterrestre, il doit le traduire par alien, parce que du coup, je lui parlais en français. Voilà. Donc là, ça m'a permis de traiter un sujet que je n'aurais pas traité autrement. Donc ça, c'est le côté intéressant de la chose, je dirais. Après, il y a le côté plus inquiétant, qui est... nous, en tant que créateurs, typiquement, il y a 2 sujets, mais c'est un peu connexe. Il y a le sujet du plagiat et il y a le sujet de la massification, en fait, qui est un peu identique. Moi, je vois de plus en plus de chaînes de vulga aussi, qui sont des gens qui ne sont pas professionnels. Je ne pense pas qu'ils pensent à mal, d'ailleurs. Mais en fait, ils ne s'en cachent pas. Souvent, sous les vidéos, il y a marqué « source balade mentale ». Et en fait, vraiment, non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me dis, mais le titre est quand même un peu similaire. Je pensais être un des seuls à avoir parlé dans la sphère francophone.
Et le timecode, la durée de la vidéo est à peu près similaire à 15 secondes. La structure narrative est la même. Et il y a même quelques tics du langage que j'ai qui sont les mêmes. Ah, flippant quand même. Ça, en fait, c'est une vidéo. Donc, je ne vais pas citer la personne, mais bref. Ce qu'elle a fait, je pense, j'en suis quasiment certain, c'est qu'elle a récupéré... donc ça, c'est facile, on peut récupérer les sous-titres générés automatiquement. Et puis, elle l'a fait paraphraser. Alors peut-être qu'elle ne l'a pas fait paraphraser. Dans ce cas-là, elle a perdu du temps. Il l'a peut-être fait manuellement, mais en fait, tout est identique, quoi. Et du coup, ça, en termes de travail, ça demande absolument rien derrière. Et encore, là, il n'y a pas le montage, parce que le montage était un peu brouillon, et on voyait que le montage était fait à la mano. Mais on voit de plus en plus de chaînes génératives qui arrivent, qui sont en fait... Le texte, ça va à peu près. C'est un peu du gloubi-boulga des fois, mais on sent vraiment la patte de ChatGPT un petit peu avec des prompts un peu plus pour lui donner une identité. Mais le montage, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on voit que il y a personne qui présente. Tout est animé. Ah oui. C'est pas de l'intelligence artificielle, les images, c'est des trucs de banque d'images. Mais en fait, je pense qu'ils ont automatisé le process et ils ont dit, si le sujet de la phrase, enfin le mot-clé de la phrase, c'est machin, tu prends un mot-clé, tu vois le sens de la phrase et tu prends une image qui correspond. Sauf que des fois, dans les banques d'images, c'est mal rangé. Il n'y a aucune direction artistique. Vraiment, les couleurs, ça fait tout et n'importe quoi. Et ça fait un objet très moyen, si ce n'est médiocre. Mais ces gens-là, parce que si, c'est des boîtes qui, derrière, à mon avis, ont un objectif de rendement publicitaire. Mais ils postent 5 vidéos par jour. Donc, beaucoup de vidéos font des flops. Et de temps en temps, il y a une vidéo qui fait 50 000 vues. Et ça leur demande absolument rien à produire. Il y a de l'humain pour mettre en place l'automatisation du truc, et c'est tout. Et ils sont en train de noyer Internet, gentiment. Et donc pour moi, la question, c'est est-ce que YouTube va nous protéger, entre guillemets, de ça ? Parce que YouTube, lui, il est amoral. Ce qu'il veut, c'est de la régie publicitaire. Et donc si, en fait, ils ont un intérêt, en termes de revenus, à pousser ces contenus-là, rien ne dit que dans 2-3 ans, il n'y a plus de modèle économique pour les créateurs, en fait. Parce qu'on sera invisibilisé. Parce que nous, à part si on est soutenu par l'audience, je veux dire, l'audience qui nous rémunère sur des financements participatifs ou des soutiens participatifs, on dépend de la régie pub de YouTube. Et c'est terrible à dire, mais sans ça, en fait, il n'y a pas de modèle économique. Et du coup, c'est pas dit qu'à long terme, ça devienne des plateformes où en fait 99% du contenu est généré automatiquement. Pour moi, ça c'est dystopique. Mais déjà, le fait que ça existe, qu'il y a des boîtes qui se disent ça peut être rentable, et de pomper le contenu, c'est quand même assez... parce qu'il y a quand ils même... sont inspirés, je veux dire, on s'inspire tous, on se regarde tous les uns les autres, les sujets appartiennent à personne. C'est juste dans ce niveau en fait de... Oui. Et puis le temps que ça prend en fait. Le temps de travail derrière, il est siphonné. Oui, parce qu'il y a une différence. Je me souviens d'une vidéo de Feldup, donc lui, il fait du contenu d'horreur, plutôt création d'horreur sur YouTube, donc pas du tout ton contenu. Mais il parlait d'un sujet qui est assez niche. Et comme c'était sur un jeu vidéo, il y avait une façon d'explorer le jeu, etc. Et il avait prévenu en début de vidéo qu'un gros youtubeur américain avait fait une vidéo dessus, que lui, il avait fait sa propre vidéo, mais que par moment, sa narration est ressemble un peu à la sienne. Et donc, il avait dit, je vous dirai quand c'est des moments où c'est un peu des moments narratifs identiques, parce qu'il n'y a pas le choix. En fait, si je veux raconter l'histoire, il n'y a qu'une forme. Mais il y a cette honnêteté de dire, à tel moment, c'est un peu dans la même vidéo, il y a un peu le même genre de contenu, en prévenant, quoi. Mais sa vidéo reste la sienne, authentique, son parcours, sa façon de faire. Pour le coup, voilà. Mais, donc ça, c'est vraiment très différent de prendre un contenu, de le pomper, le passer dans l'IA et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Est-ce que tu peux même pas striker la vidéo ? Non. Tu peux même pas... Non, en plus, c'est très difficile à prouver. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une toute petite chaîne, mais même aujourd'hui, il y a énormément de problèmes sur les plateformes comme TikTok qui encouragent le plagiat. Oui. C'est absolument scandaleux, en fait. C'est-à-dire que sur TikTok, vous avez plein de vidéos qui sont mises en avant, qui sont des vidéos qui sont en gros des tutos plagiat, qui expliquent comment automatiser la récupération de contenu de chaîne et de les reposter en masse. Et eux, ils ont intérêt, puisque ça crée du contenu, et ils veulent qu'il y ait plein de contenu. Et après, ils font le tri entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Moi, récemment, sur TikTok, on m'a partagé une chaîne, et je ne représente rien là-dessus, mais je pense que ça concerne à peu près tous les créateurs, qui s'appelait littéralement Balade Mentale,
qui postait, je sais pas, je dirais une trentaine d'extraits de mes vidéos par jour. Et donc, ça existait depuis 1 mois et demi. Donc déjà, l'algo de TikTok n'est pas capable d'identifier ça. Bullshit, ils sont très bien capables de l'identifier. Oui. L'algo de YouTube, lui, il nous dit quand on reposte nos vidéos, il le sait. Enfin, il nous le précise. Et c'est nous qui décidons si on veut striker ou pas, enfin contester, quoi. Oui, pour le coup, c'est vraiment pas vrai, parce que nous, on a eu le cas à la bibliothèque, donc on crée du contenu sur TikTok. Et en gros, c'était un contenu qu'on avait fait avec mon collègue Alexis pour la chaîne de la bibliothèque. Et il se trouve que moi, j'ai un TikTok pro dont je me sers aussi. Et on s'était dit, on le mettra sur les 2 plateformes, enfin sur les 2 comptes, on fait des renvois. Je n'ai jamais pu le poster, alors que c'est littéralement ma tête dans la vidéo. Si tu veux, il n'y a pas de doute, c'est moi. En fait, TikTok ne m'a jamais laissé la poster, ou il me la laissait poster, et en fait, il me faisait 0 vues, il me la bloquait dans les vues parce que c'était reposé d'un autre contenu. Il fait, t'arrives, oui, il arrive à l'identifier. Ils le font très bien pour les majeures musicales, ils savent identifier les titres, tout ça. Ouais. Donc en fait, c'est une question de taille, c'est-à-dire que les grosses majeures comme Sony, Universal, ils ont le poids pour leur parler, et puis nous, là-dessus, on est des petites merdes de créateurs au bout. Ouais. Et donc, ils encouragent le plagiat, en fait. Et donc, ce qui se passe, donc, typiquement sur un compte comme ça, donc moi, j'ai contesté. Donc, en plus, les démarches sont extrêmement fastidieuses à faire. Donc, en fait, j'ai perdu une demi-journée de ma vie à remplir des formulaires. Et puis, donc, ils ont dit, OK, très bien. Donc, ils ont donné la chaîne. Mais en attendant, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, elle a récupéré tout l'AdSense de la chaîne, enfin, de sa chaîne, enfin, la chaîne qu'elle a appelée Balade Mentale. Donc, ça lui a peut-être rapporté, je sais pas, 300, 400 euros. Et en face, c'est la même chose, parce que TikTok, eux, ils ont le régie publicitaire. Donc, eux, ça leur a rapporté des sous. Donc, moi, je me suis fait voler mon contenu. Une personne que je connais pas a gagné 300 euros. Et TikTok a gagné 300 euros. Et eux, ils m'ont pris une demi-journée de ma vie. Donc ça, c'est la massification pour moi. C'est même plus une question du plagiat, c'est qu'en fait, on est face à un truc qui est automatisé. Et pour moi, la TikTok, mais je veux dire, ils sont, enfin, d'une part, ils encouragent, ils ont très bien conscience, et ils rendent pas l'AdSense, parce que tu pourrais très bien faire, OK, contestation, on reconnaît que c'est votre contenu, donc en fait, toutes les vues de ces vidéos, peut-être vous devriez les mettre sur ma chaîne, en fait, même. Ouais. Et puis augmenter mon nombre d'abonnés de 10 000, comme ça, parce qu'ils ont, à la rigueur, pourquoi pas ? Ils ont travaillé pour moi, ils m'ont donné une visibilité, rien du tout. Et eux, ils ont gagné des sous. C'est quand même... Bref, moi j'espère qu'il y a des petits procès qui un jour iront les chercher, mais j'en doute, parce qu'en fait, à moins d'avoir... Le problème, c'est que pour attaquer des gens comme ça, il faut vraiment être armé et être prêt à perdre des mois de sa vie, en fait. Ouais. Et ça doit être quand même assez déprimant de voir ton contenu volé, puis c'est de l'argent que toi tu récupères pas sur un contenu que tu as toi-même créé, et en plus le nombre de gens qui vont aller liker ces vidéos bots, enfin ces chaînes bots, mais qui n'iront jamais liker la même vidéo chez toi en fait. Complètement. Ouais. Et qui vont passer à côté du contenu. C'est vrai que parfois, j'avais pas pensé que c'était ça, mais des contenus, des chaînes, je suis abonnée. Et tu scrolles et tu vois un extrait d'une vidéo, tu dis, mais je suis sûre de l'avoir liké. Et tu regardes, c'est pas le même compte. Donc tu te rends compte que c'est volé. C'est du repost, ouais. C'est du repost, mais quand tu connais pas la chaîne d'origine, en fait, tu peux facilement te faire avoir. Puis c'est vrai que l'algo te maquille pas mal ça là-dessus. Donc t'as pas de moyen de te protéger, toi, et de protéger ton contenu. Non. Non. Et là-dessus, à moins de... En fait, il faut que ça passe par la loi, quoi. Il faut qu'on fasse du lobbying auprès des députés, qui fassent voter un truc et qui, en fait, oblige les plateformes. Parce qu'en fait, des plateformes, dès qu'elles sont, contraintes de payer, là, elles deviennent plus réglo parce qu'elles n'ont pas envie de se prendre des prunes. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc, ils ont aucun intérêt à le faire, ils le font pas, quoi. Donc, moralité, il faut suivre la vraie chaîne de Balade Mentale, la vraie chaîne de Théo, son vrai Instagram, son vrai TikTok, et ne pas liker ce genre de vidéos. J'aimerais bien, écoute, pour finir cet entretien avec toi, que tu nous dises si tu as un petit projet, une prochaine vidéo qui arrive, un thème, un truc un peu sympa pour donner envie de poursuivre l'exploration. Pas une vidéo, mais pour le coup, peut-être en... connexe avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les extraterrestres, dans un mois, presque un mois tout pile, donc le 8 mars, je crois, je sors une BD avec le dessinateur Obu, une BD qui va parler du grand silence des extraterrestres, où on va explorer un peu toutes les hypothèses qui permettent de résoudre le paradoxe de Fermi, à savoir pourquoi, s'il y a autant de monde, on n'a jamais rencontré d'autres intelligences, quoi.
donc un nouveau projet, donc Ouais. une BD. Merci Théo d'avoir répondu à ces questions. Merci Nous, on de ton continue invitation. l'après-midi avec la petite échange qu'on va avoir justement sur ces intelligences extraterrestres. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt. Salut! Salut.